Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la Brigade Fantôme, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un groupe d'antagonistes mystiques comme l'Akatsuki ou les Espadas, donc on pourrait se dire qu'ils sont à peu près pareils, mais pas du tout, on va voir qu'ils sont complètement différents, et du coup ça va aussi nous donner l'occasion de revenir sur l'arc York-Shin City, dont on a l'impression que personne parle, donc on va voir ça tout de suite, ça va être génial. Là voilà, l'intro elle est en détente, tranquille, mais on va basculer sur un format cuté avec des extraits et tout, ça va être très cool. C'est parti. C'est parti. La Brigade Fantôme, le groupe d'assassins mythiques du non moins mythique manga Hunter x Hunter. A première vue, on se dit que c'est un des quelques groupes d'antagonistes légendaires de shonen comme l'Akatsuki ou les Espadas. Mais non, on te l'a dit, la Brigade Fantôme ne leur ressemble pas. Et ça, parce qu'on a l'impression qu'ils sont neutres, ni antagonistes, ni protagonistes, avec leur histoire bien à eux, comme s'ils étaient indépendants du récit alors que pourtant ils s'y intègrent parfaitement. Alors dans cette vidéo, on va voir en quoi la Brigade est si spéciale et en quoi elle s'apparente plus à une famille qu'à une organisation criminelle. Avant de commencer, oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner parce que là on a vraiment besoin de votre force. N'hésite pas à donner ton avis sur la Brigade dans les coms, et sur ce, c'est parti. Mais commençons par le commencement. On va parler des origines de la Brigade, comment elle s'est créée en revenant dans l'enfance des membres fondateurs comme Kuroro. Vous le savez, ils étaient tous originaires de Meteor City pour la plupart, une ville où les gens ne roulaient pas sur l'or et où on considère même pas les habitants comme des humains. Et pour cette raison, de nombreux enfants y sont enlevés pour leur faire subir tout un tas de trucs, que ce soit expérience ou autre, ne pouvant être considérés de fait comme des vrais crimes. À l'origine, c'est lorsque le jeune Kuroro, un enfant enjoué et très intelligent, eut l'idée de doubler des cassettes de dessins animés étrangers avec son ami Paku et deux autres filles, Shira et Salasa, que naîtra la troupe qui jouera comme au théâtre les histoires des Clean Rangers, le nom du dessin animé, devant un public qui appréciera beaucoup l'énergie de Kuroro, notamment une personne que vous connaissez tous, Uvogin. Déjà jeune, on était sur un bon bourrin, et c'est en voyant l'énergie que transmettra Kuroro à tout le monde que lui aussi voudra participer à ces scènes, et suivront donc les uns après les autres les membres de la brigade que l'on connaît. Pendant l'une de ces fameuses scènes, Kuroro nous gratifie d'une belle référence. Dans un des dialogues, il parle au méchant du personnage que joue Pakunoda, et dira que l'on peut mettre autant de maquillage maléfique que l'on veut sur elle, il est impossible de souiller son cœur qui recherche éperdument l'amour, et que la confiance est le plus puissant des détergents. Cette scène veut dire beaucoup pour les deux personnages, prouvant que Pakunoda a toujours eu bon fond, d'où son comportement à la fin de l'arc York-Shin City, et ça semble même faire référence à l'amour que Paku portait à Kuroro, et la confiance, c'est ce qu'évoque Pakunoda quand elle s'apprête à se sacrifier à la fin de ce même arc. Et Uvogin aussi montre que la brigade n'avait pas pour but d'être de purs antagonistes, car après avoir joué aux côtés de Kuroro, le rêve de Uvo est de voyager avec la troupe et de devenir le meilleur comédien qui joue les rôles de méchants. Et c'est exactement en ce sens que la brigade va se créer, car c'est après l'enlèvement puis l'assassinat de leur ami Salasa que le très réfléchi Kuroro prendra une décision. Il deviendra très fort et vivra sa vie comme un vilain qui fera trembler tout le monde en tuant des milliers de gens. Il veut créer un réseau permettant de rassembler tous les pires criminels possibles pour traquer ceux qui ont mutilé le corps de son ami et donc créer une réputation à Meteor City qui éloignera les délinquants de la ville. Il en est certain, une personne qui agit comme avec Salasa ne peut pas regretter ses actes. Et donc, la brigade fantôme naît en désignant tous comme chef un Kuroro déterminé à jouer son ultime rôle. Bon, maintenant qu'on a vu comment la brigade a vu le jour, revenons sur un arc dont pas grand monde parle, on a l'impression, et dans lequel ils ont été le plus présents, York-Shin City. Et pour commencer, voyons comment on nous a introduit la brigade. La première fois que l'on entend parler de la brigade fantôme, c'est évidemment par le biais de Kurapika dans le premier épisode de l'anime, et dans les premières pages du manga. Il les présente comme une bande de voleurs qui ont assassiné tous les membres de son clan, à quoi le capitaine du bateau ajoute que les hunters les plus aguerris hésitent même à se mesurer à eux. Ils sont donc à l'origine du désir de devenir hunter de Kurapika, dont la seule peur est que sa rage ne finisse par s'estomper, et donc ils ont créé leur propre poison à travers lui qui n'aura pour unique but que de les traquer jusqu'au dernier, mais on va y revenir. Pour ajouter à leur prestance, au cours de l'examen de Hunter, Kurapika expliquera plus exactement que les membres de la troupe ont arraché les yeux des membres de son clan, rappelant ainsi sa détermination et donnant de l'ampleur à la brigade. C'est aussi lors de l'examen que l'on apprend que ces derniers portent respectivement un tatouage d'araignée avec le numéro du membre dans leur dos, l'un des participants utilisant un faux tatouage d'araignée pour espérer dissuader son adversaire, mais très peu pour Kurapika bien sûr. En bref, on présente la brigade comme des monstres sans cœur manifestement attirés par l'argent et ne reculant devant rien pour arriver à leur fin. Et on va voir tout de suite comment l'image qu'on nous donne d'eux est à la fois dans le vrai, mais aussi loin de la réalité. C'est dans cet arc de York-Shin City que l'on va enfin faire la connaissance de la brigade. Et en effet, les qualifier de voleurs ce n'était pas déconnant, puisque leur chef, le charismatique Kuroro Lucifer et sa coupe à la Gomina, leur ordonne de voler tous les objets de la vente aux enchères souterraines qui aura lieu à York-Shin City. Et ça, en tuant toutes les personnes qui s'opposeront à eux, confirmant en effet que massacrer des innocents ou non leur importe peu. Le moins que l'on puisse dire la première fois que l'on voit la troupe au complet, c'est que peu importe comment tu pouvais les imaginer, certains sont loin de l'idée de tueurs sanguinaires qu'on nous avait présenté. On pense particulièrement à Charnalk, Machi, Bonolenov, enfin bref, tu as compris l'idée. Kuroro lui-même en tant que chef est particulièrement calme et réfléchi, et ne semble pas agressif même quand il demande à la troupe de tuer ceux qui leur barreront la route. Mais comme souvent avec la brigade, et on aura l'occasion de le voir, même leur composition est située entre le bien et le mal. Si Charnalk et Shizuku ne représentent pas forcément l'idée de méchants sanguinaires, de l'autre côté on a Uvogin qui se présente en tout point différent aux autres. Tu le sens et tu le vois, c'est une grande gueule qui aime la baston, il parle beaucoup. En gros, on sent qu'il est une figure forte de la brigade. Et ça te surprend pas qu'un mec comme lui ait pu massacrer le clan Kuruta, là où tu t'imagines mal pour Charnalk. Et non, c'est pas de l'acharnement sur Charnalk. Et évidemment, à ce moment-là, Hisoka fait aussi partie de la brigade, mais on reviendra sur lui plus tard. Avec le début de cet arc et même avec tout l'arc en général, il y a un truc qui se dégage. La brigade fantôme et ses membres sont
sont-ils vraiment méchants? Et si on devrait répondre, on dirait sûrement non. Enfin oui, en fait c'est compliqué de définir où se place la brigade fantôme. Mais c'est souvent le trait caractéristique de très bons personnages, la notion de bien et de mal est partagée. Alors ils sont parfois sans pitié, et c'est clair qu'avec la scène de la salle des enchères et le Requiem, ils montrent leur facette d'antagoniste. Mais d'un point de vue du récit, sont-ils vraiment des ennemis qui en veulent aux héros? S'en prennent-ils à Gon, à Killua et Kurapika sans raison? Bah pas vraiment, et c'est ce qui fait d'eux un excellent groupe. Dès leur sortie de la salle des enchères, ils ne sont plus ceux qui traquent mais ceux qui sont traqués, et ça s'accentue continuellement pendant tout l'arc. A noter que la façon dont on les suit est particulière, puisqu'on suit vraiment pas mal le groupe dans l'arc, presque plus que Kurapika qui est censé être le gentil de cette histoire, ce qui est plutôt rare. En général, le méchant, disons de base, est toujours montré en position de force quand on le rencontre pour la première fois, mais pas ici. Malgré que Uvogin soit montré comme très puissant, il est capturé dès sa première rencontre avec Kurapika, et impuissant face au pouvoir restrictif de sa chaîne. Et justement, parlons de ces deux-là, Kurapika et Uvo. Vous le savez sans doute, après sa capture, plutôt que de retourner avec les autres à leur planque, Uvogin se met en tête de chercher Kurapika, l'homme à la chaîne, pour l'affronter. Et après l'avoir finalement retrouvé, Kurapika lui laisse l'honneur de choisir où il veut mourir, et de préférence dans un endroit désert et reculé, car elle dit que sa mort sera bruyante. S'ensuit une véritable exécution. Uvo est dépassé et c'est peu de le dire. En plus de ne pas arriver à vraiment blesser Kurapika, il découvre le fonctionnement de son pouvoir, un pouvoir pour abattre l'araignée. Et donc on revient sur ce qu'on disait au début. La brigade, en massacrant la famille de Kurapika, a créé son propre poison. Kurapika ayant créé un naine n'ayant pour seul but que de venger son clan, et dont le coût à payer s'il ne tient pas cette utilisation est la mort. On parlait d'exécution un peu plus tôt et c'est loin d'être exagéré. Après avoir immobilisé Uvo qui ne peut s'en remettre qu'à sa force pure pour s'en sortir, montrant qu'aucun membre de la brigade ne pourra se défaire de ses chaînes si Uvo n'y arrive pas. Kurapika veut des informations sur la brigade, et pour les obtenir, il ponctue chacune de ses questions sans réponse par un coup chargé de naine face à un Uvogin qui ne trahira pas ses compagnons. Et après tous ces coups, Kurapika s'impatiente en utilisant sa chaîne pour tuer celui qui ne respecte pas la condition qu'applique Kurapika. Mais ça suffira pas à faire flancher le colosse de la brigade, qui lui dira d'aller crever plutôt que de répondre à sa question, provoquant sa mort et protégeant ses compagnons grâce à son sacrifice. Et mention spéciale pour l'anime qui au moment de l'arrêt de son cœur ne met aucun bruit, alors que Kurapika lui avait prédit une mort bruyante. Et c'est Kurapika, victorieux mais frustré, taché de sang, qui enterra une des pattes de l'araignée. Cette scène te fait vraiment te poser la question de qui est le méchant de cette histoire, puisque d'une part le désir de vengeance de Kurapika est justifié, mais d'autre part la brigade n'a pas vraiment cherché à le tuer, c'était qu'un désir personnel de Uvo, et la manière y ajoute beaucoup, ne laissant aucune chance de survie à Uvo, et nous mettant face à un Kurapika sans pitié à son tour. La mort de Uvogin va aussi nous montrer comment fonctionne la brigade. Ils sont un vrai groupe, agissent en groupe et doivent s'efforcer d'agir pour l'intérêt de celui-ci, autant que faire se peut. Et le contexte de la mort d'Uvogin est un beau contre-exemple. On est sur un truc bien différent de l'Akatsuki par exemple, où on suit plutôt des groupes de 2 ou les espadas de Bleach qui sont plutôt indépendants. Et plus qu'un groupe, la brigade apparaîtra comme une véritable famille après la mort du grand frère du groupe. Kuroro, qui apprendra sa mort grâce au pouvoir de Néon Nostrad de lire l'avenir, versera une larme en comprenant que Uvo n'est plus de ce monde, montrant son attachement envers ses compagnons. Mais aussi lorsqu'il les convaincra de ne pas poursuivre Kurapika, sans quoi 5 d'entre eux mourront aussi. Mais avant ça, Nobunaga et les autres font la connaissance de Gon et Killua. Et là encore, ils ne se montrent pas vraiment comme des antagonistes, puisque Nobunaga apprécie Gon en voyant qu'il ressemble à son ami Uvogin, et pense même à le recruter. Et donc plus largement, ils ne sont en aucun cas dans un véritable conflit avec eux. Évidemment, on ne peut pas parler de la brigade fantôme sans évoquer la scène du Requiem, où la brigade sur ordre de Kuroro tue avec une facilité déconcertante les 2000 membres de la mafia et la police s'interposant entre eux. Et Kuroro observe le massacre en le dédiant à Uvogin pour que son âme puisse monter au ciel. Au-delà de l'hommage, cette scène montre la toute-puissance de la brigade. S'il le souhaitait, la brigade pourrait être encore plus meurtrière que ce qu'elle n'est. Aucun d'entre eux n'est blessé ni même égratigné. Selon nous, ça accentue vraiment l'idée d'un véritable groupe lié, car individuellement, ils n'en imposent pas spécialement, même si le manga tend à les développer. Mais ce n'est même pas un problème. C'est l'équipe dans son entièreté qui leur donne du sens. Alors vous nous direz peut-être que c'était que des mafieux complètement éclatés et que n'importe quel autre personnage en aurait fait de même. Mais dans les faits, pas le temps de se dire ça que leur boss Kuroro va prouver sa force en affrontant de véritables colosses de puissance, Zeno et Silva Zoldyck. Le combat en lui-même est pas particulièrement incroyable côté Kuroro. Vous le savez, son naine Skill Hunter permet en respectant un certain nombre de règles de voler les pouvoirs de ses adversaires. Naine dont il ne fera pas grand étalage dans ce combat, mais c'est inutile. À ce moment, on ne sait rien du niveau de Kuroro. Par contre, on sait que la famille Zoldyck sont de véritables monstres de puissance, surentraînés. Et là, c'est les anciens qui interviennent et ensemble. Leur simple présence te fait réaliser à quel point Kuroro est un danger. En plus de ça, on apprend qu'il s'était déjà battu avec Silva, qui souligne son évolution. Pour preuve, la façon dont ils s'affrontent est significative, puisque Zeno essaie de l'immobiliser pour que Silva le tue. Mais pas de panique pour Kuroro, qui se contente d'esquiver de justesse les attaques de Zeno pourtant très rapides. Et à la fin du combat, alors que Kuroro demande à Zeno qui aurait remporté le combat s'ils avaient été en 1v1, Zeno répond que c'est lui-même qui aurait gagné, sauf si Kuroro se mettait à se battre sérieusement. Et donc on revient à ce qu'on disait plus tôt, la brigade pourrait être bien plus destructrice si Kuroro le décidait. Le Requiem et ce combat prouvent leur force sans trop en faire. On fait un bond dans l'arc pour arriver au climax final. Kurapika arrive à capturer Kuroro tandis que la brigade, eux, détiennent de nouveau Gon et Killua. Kuroro affirme alors à Kurapika qu'en tant qu'otage, il ne lui sert à rien, il n'a aucune valeur. Pour Kuroro, et on
précise vraiment pour lui, la brigade est un groupe et la potentielle perte du chef de ce groupe n'entravera pas son avancée. Mais Senritsu et son design douteux soulignent ce dont on parlait. Si la brigade est si impitoyable qu'on le dit, pourquoi un échange entre otages de ce genre est-il possible? Oui, Kuroro suit la règle qui doit régir la brigade, mais les autres c'est différent. Pakunoda ne vient pas tuer Kurapika, non. Comme lui à ce moment, elle vient récupérer son ami, car elle aussi ne veut plus en perdre, et ça se confirme dans le manga. Franklin rappelle d'ailleurs la règle aux autres membres, notamment à Finks, qui n'accepte pas les conditions de l'échange. L'araignée ne doit pas disparaître, et elle implosera s'ils restent aussi dépendants du boss qu'ils le sont. L'échange se fait donc dans les règles, mais pour plus que aucun autre membre de la brigade n'ait à mourir. Pakunoda utilise sa capacité pour transmettre toute sa mémoire aux membres originels de la brigade, mais en faisant ça, elle rompt la règle fixée par Kurapika, de ne rien révéler à son sujet, et meurt donc par l'effet de sa chaîne. Ce final montre bel et bien que la brigade sont plus que des assassins ou des voleurs, ce sont des amis, et Pakunoda, au contact de la bonté de Gon et Killua, qui ne tenteront à aucun moment de la doubler, alors qu'ils auraient pu, fera aussi preuve de bon sens, en choisissant un simple échange plutôt que la mort de quelqu'un pour sauver à la fois Kuroro, mais surtout pour préserver la brigade. Et un mot sur la scène de fin, où Killua et Gon rencontrent Finks et Phaeton et apprennent la mort de Paku. D'une part, Gon semble triste, ayant perçu en elle du cœur, et d'autre part, Finks qui après avoir reçu les souvenirs de son ami semble lui aussi attristé par sa mort, et comprend que c'est grâce à ces deux-là si Pakunoda a pu accomplir son ultime volonté, sauver son ami sans que le sang ait à couler. Une des fins des plus classes pour un arc fantastique. Après cet excellent arc de York City, on a revu la brigade dans l'arc Chimera Ant. Et là encore, on va voir que clairement les mecs sont pas définis comme des antagonistes. La brigade va à Meteor City, la ville où ils ont grandi, et là encore on va voir que la brigade n'est pas forcément dépeinte comme maléfique ou mauvaise, car ils y vont pour déloger sur demande des habitants, les fourmis chimères qui s'y sont installées avec une nouvelle reine autoproclamée. La brigade se rend donc en direction du nid de la reine, et ils promettent aux habitants qu'elle sera morte dans la journée. C'est classe. Et ici on voit pour la première fois le naine de certains membres qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, comme Charnal qui contrôle les gens en leur mettant des aiguilles dans la nuque, et on voit également qu'il peut lui-même s'enfoncer une aiguille, ce qui le rend très puissant, mais aussi Bono Lenov. Et on voit aussi que Karuto Zoldyck a rejoint la brigade. On va pas se lancer dans l'explication de leur naine, on va plutôt se concentrer sur celui qu'on a le plus vu, Phaeton, et on commence à apercevoir son réel niveau, puisqu'il n'a pas d'autre choix que de se battre un peu plus sérieusement. La capacité de son naine c'est d'encaisser les attaques. Plus il encaisse d'attaques, plus il devient puissant. Zazan va lui affliger quelques dégâts, ce qui va le mettre en colère, et à partir de là, Phaeton va déployer son naine. Les membres de la brigade vont fuir par peur d'être touchés par l'attaque. Phaeton va retourner à Zazan les dégâts qu'elle lui a infligés en créant un mini soleil, ce avec quoi il la vaincra sans aucune difficulté. Zazan meurt dans d'atroces souffrances et Phaeton lui dit que si elle ne voulait pas autant souffrir, elle n'avait qu'à lui faire plus de dégâts. Son attaque aurait été plus puissante et sa mort plus rapide. Elle ne peut donc s'en prendre qu'à elle. Moment super badass de Phaeton. Mais c'est paradoxal car d'un côté, il nous dévoile son pouvoir qui est super chaud mais en même temps, on n'a quasi rien vu. Et donc forcément, on aurait voulu en voir plus. Et donc à ce moment, il devient chef temporaire de la brigade en l'absence de Kuroro car comme convenu, celui qui a tué la reine devenait le nouveau chef. Après ce petit coup d'aspirateur à Meteor City, c'est lors du combat entre Kuroro et Hisoka qu'on va retrouver la brigade. Et là encore, ça va être super intéressant, avec un développement d'intrigue qui commence dans ce fameux combat et qui va aller jusque dans l'arc de la guerre de succession. Pendant ce combat, Kuroro est à un tout autre niveau que ce qu'on pensait. Il a complètement éclaté Hisoka sans forcer jusqu'à le laisser pour mort carrément. Et ça entraîne une évolution du perso de Hisoka. Lui qu'on voyait tout le temps narquois, sûr de lui et jamais paniqué, change complètement. Il est énervé et veut se venger de la brigade et de Kuroro. Il ne plaisante plus et tue sans grande difficulté Charnal qui court utopie. Et là, ça rebascule encore. Parce que cette fois, c'est Kuroro qui s'énerve. Il enrage que Hisoka ait tué ses compagnons et même sa toute première réaction avant d'être énervé sera de déprimer, complètement abattu que ses compagnons soient morts. Et là, encore une fois, la brigade n'est clairement pas représentée comme des antagonistes ou des méchants. Ça s'apparente plus à une famille qu'à une bande de malfrats. On ressent même de la peine pour eux. Cette peine fait qu'on peut pas vraiment les détester et on voit encore la dualité de la brigade. Les gars ne sont ni des protagonistes ni des antagonistes. Ils semblent complètement neutres avec cette impression que les mecs ont leur histoire à eux. Du coup, on se retrouve après ce format côté écrit. Maintenant les gars, voilà, c'est fini. Ce petit format là, maintenant on va parler théorie. Qu'est-ce qui va arriver pour la brigade dans la suite? C'est parti. C'est parti. Du coup, c'est quoi l'avenir pour la brigade? On sait actuellement qu'ils sont sur le bateau. À la base, ils étaient là sur ordre de Kuroro pour récupérer un trésor, mais avec le truc de Hisoka, maintenant la priorité c'est Hisoka et tout le monde doit essayer de le buter et donc ils sont tous séparés dans le bateau. Et donc là, 3 trucs majeurs. Hirumi, qu'est-ce que... Déjà, on va commencer par ça. Hirumi, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est vraiment avec la brigade? Alors toi, c'est quoi ton avis sur... Moi, je pense qu'Hirumi, c'est bizarre, parce qu'on a déjà celui qui avait infiltré pendant l'arc Chimera Ant, je sais plus comment il s'appelle. Karuto. Qui est aussi la Karuto, je précise. C'est un Zoldyck. Hirumi, c'est un Zoldyck. On sait que Kuroro et les Zoldyck, voilà, il y a un antécédent, il s'est battu avec Silva. Alors est-ce qu'ils sont vraiment là pour aider ou est-ce qu'ils sont là pour récupérer des infos, peut-être démanteler la brigade, parce qu'ils ont peut-être eu un contrat en mode niquer la brigade, je sais pas. Moi j'ai des doutes sur ça, c'est un truc dont je me suis toujours posé la question. Est-ce que les Zoldyck, ils ont juste intégré la brigade pour les aider? Je pense vraiment pas. Voilà. À juste titre, parce que Hirumi, en fait, on sait que c'est un VIP sur le bateau, donc il est au niveau 1, sachant qu'en gros plus t'es haut, plus t'es high level. Du coup, Hirumi peut monter dans les plus
plus haut niveau et ne le fait pas à la brigade. Alors certes, Kuroro a dit c'est chacun pour sa pomme, chacun essaye d'avoir Hisoka, mais lui a pas l'air de spécialement les aider. De plus, on sait très probablement que toute la famille Zoldyck est là, puisque lui il est VIP, donc on se doute bien qu'il n'y a pas que lui et Karuto qui sont présents. Donc Hirumi, quid de Hirumi et Hisoka du coup, puisque Hisoka a demandé à Hirumi d'essayer de le tuer. Donc est-ce que lui, il va vraiment remplir sa part vis-à-vis de la brigade en essayant de tuer Hisoka s'il le rencontre? On ne sait pas. Toi, est-ce que tu penses que Hisoka, Hisoka et Hirumi vont vraiment se mêler quand ils vont se rencontrer? Moi, je pense que c'est un truc que tout le monde attend. Ouais. Donc, je pense que Togashi, s'il continue, il va nous régaler. Ouais. Je pense qu'on aura ce combat. De toute façon, il a été teasé quand Hisoka il fait semblant qu'il veut tuer Kiroa. On aura ce combat. Le problème, c'est qu'il nous faut aussi le combat Kuroro-Hisoka. Ouais. Et il y a un moment, on va pas pouvoir tout faire. Donc, je sais pas. Parce que moi, perso, je vois Hirumi plus fort que Hisoka. Et je me dis, s'il le bat, il n'y a plus le combat avec Kuroro, du coup bizarre. Ou alors Hisoka est plus fort qu'Hirumi. Mais ouais, je pense qu'on aura un fight. Peut-être que ce sera interrompu, mais il nous faut ce fight Hirumi-Hisoka. Et du coup, au milieu de tout ça, parce que évidemment ce serait trop simple s'il y avait que Hisoka, il y a aussi Kurapika qui est sur le bateau, qui lui ne sait pas que la brigade est là. Et donc là, si les débuts des hostilités commencent, Hisoka pour le moment n'a pas encore tué qui que ce soit de la brigade sur le bateau, mais si ça arrive, ça va se savoir. Et si Kurapika l'apprend, ça va être la grosse merde. Parce que du coup, là, ils vont être sur deux feux. Hisoka et Kurapika. Quid de Nobunaga qu'est-ce qu'il va faire s'il apprend que le tueur de Uvo est sur le bateau? Très probablement que, comme Uvo, il va vouloir enclencher. Ah ouais. Alors toi, tu penses que Kurapika, qu'est-ce qui peut arriver pour Kurapika et la brigade? Moi, je pense déjà si Nobunaga va avoir Kurapika, on peut dire adieu à ce bon vieux Nobunaga. Et je pense que il faut qu'il l'apprenne. Voilà, il faut que ça parte en couille sur ce putain de bateau. Donc moi, je pense qu'il va l'apprendre. Après, du coup, tu m'avais dit que peut-être qu'il y avait d'autres enjeux, peut-être qu'il va pas aller les voir. Ouais, parce qu'en fait, on l'a déjà vu dans l'arc Yorkin City, Kurapika, il a choisi de sauver ses amis plutôt que de tuer les mecs dont il veut se venger. Et là, c'est pareil, parce que si Kurapika décide de suivre son truc de vengeance, il laisse le prince qu'il est censé protéger dans la panade. Et vu que tous les frères veulent se buter, ils vont forcément essayer de le tuer si Kurapika est plus là, parce que c'est pas le pote de Kurapika qui va les défendre, ça c'est sûr et certain. Donc Kurapika, va falloir qu'il fasse un choix. Il pourra pas faire les deux, il pourra pas protéger le prince et attaquer la brigade. Ouais. Donc la brigade qui est vraiment, vraiment dans la merde. Et Kuroro, du coup, qu'est-ce qu'il va faire Kuroro? C'est ça le truc. Mais Kuroro, il a l'air enragé. Vraiment, il a le démon, comme on l'a dit, plutôt que Hisoka ait buté ses potes. Donc, avant, on avait un peu cette impression de... C'est Hisoka qui voulait vraiment se battre contre Kuroro, et Kuroro était en mode, bon d'accord, je vais te foutre ta branlée, machin. Là, c'est terminé. Là, il veut le faire. Voilà, il veut le tuer. Donc, je sais pas si on aura le match revanche. En vrai, je sais pas. Je me dis, il y a un monde où on l'a pas. Vraiment, c'est bien possible. Avec Hirumi, Kurapika, je me dis qu'il y a un monde où on l'a pas. Donc, qu'est-ce que va faire Kuroro? Je sais pas. Mais du coup, pour revenir sur Kurapika, très vite fait, il avait dit même au tout début, sa seule peur c'était que son désir de vengeance s'estompe. Alors on nous a lancé sur ça, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'au final il va dire en fait. Déjà, ça assez surpris sur Yorkin City quand il avait choisi ses amis plutôt que de les tuer. Donc là, est-ce qu'il va pas réitérer, sachant que c'est pas spécialement ses amis, c'est juste des mecs qu'il doit protéger, c'est sa mission. Mais du coup, Kuroro, actuellement, on l'a jamais vu comme ça. Alors, je me dis que si Kuroro rencontre Kurapika, là, ça va pas être en mode Zeno Silva, frère. Là, il va pas rigoler. Genre, si quelqu'un rencontre Kuroro, parce que pour le moment, personne n'a eu des problèmes avec Kuroro, mais voilà, il a dit bien un truc, parce que du coup, il est avec... comment elle s'appelle ? La meuf et son aspirateur, avec son aspirateur, j'ai plus son nom, Shizuku et Bono Lenov, qui du coup ont décidé de le suivre à lui, mais il a dit, c'est moi qui tuerai Hisoka, si on le croise. Donc voilà, si quelqu'un croise Kuroro, et que ce soit Kurapika ou pas, je pense que le mec va pas déconner. Donc évidemment, le cœur de fan, t'as envie qu'il y ait le match retour avec Hisoka, mais en même temps, Kurapika et Kuroro, ça court depuis longtemps. Donc voilà, faudrait vraiment... En fait, c'est ça, il y a tellement de possibilités avec Hirumi, Hisoka, Kurapika, machin et tout, qu'on peut pas vraiment prédire les combats, tout peut arriver. Je parlais d'un triangle avant de commencer, mais en fait, c'est plutôt un rectangle, parce que du coup, Hirumi aussi, on sait pas, parce que vraiment, il peut tout changer, en fait. Hirumi, il est dans aucun camp. Il peut très bien se retourner contre la brigade, voilà, il y a rien de sûr. En fait, il suffit d'un rien, parce que le jour où, admettons, il tombe sur Hisoka, il le bute, là c'est fini, je pense qu'il aura plus aucune raison de rester avec la brigade. Donc voilà, et bien sûr Hisoka va tuer quelqu'un. Voilà, mon chien cadet. Parfait, pour finir cette magnifique vidéo.
Hisoka, peut-être un dernier mot à dire sur Hisoka. Hisoka, j'ai hâte de voir parce que là du coup on a Hisoka un peu différent d'avant, comme on Ouais. l'a dit aussi. Voilà, le gars, un peu comme Kuroro, il déconne plus. Voilà. Ouais. Avant il se battait pour le plaisir, machin, il laissait limite ses adversaires pas gagner, mais voilà, ils s'en foutaient. Là, voilà, c'est tuer Ouais. tout le monde comme Kuroro. Donc voilà, les deux persos qui étaient un peu tranquilles, Kuroro et Hisoka, Ouais. qui déconnent plus. Donc ça va être très intéressant pour la suite. Voilà. C'est clair. Bon, on va pas s'éterniser plus que ça. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à écrire et à la tourner. Voilà, il y a eu des galères. Il y a eu des hauts je vous le dis. débats, Il y a eu hein. des hauts débats. J'espère que ça vous plaît, là, ce petit format. Ce petit format hybride. ouais, hybride. Dites-nous ce que vous en pensez, Voilà. si, Oui. parce que voilà, je sais pas si beaucoup de Ouais. monde font ça, mais voilà, on a tenté un truc. On a tenté ce move. Dites-nous dans les coms ce que vous avez pensé de la vidéo et de la brigade en général et ce que vous attendez pour la potentielle suite. Et puis nous, on vous remercie. Ouais. Et puis Si on vous êtes dit, là, ouais, on vous remercie. Oui, on vous remercie. Putain. Abonnez-vous, vraiment. Ça nous demande du taf ces vidéos et vraiment on prend beaucoup de plaisir à les faire. Alors soutenez-nous en vous abonnant, en Le petit likant. like. Voilà, les réseaux vous connaissez. Et puis nous, on va se dire à la prochaine. Prochaine. Salut.